Voilà, donc l'idée, c'est que je puisse faire une présentation assez générale, on va dire, avec qui puisse s'adresser à la fois aux passionnés de basket et puis aux coachs aussi, un peu plus spécialistes, on va dire. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors, moi déjà, j'ai eu la chance d'avoir un rôle dans le staff de la franchise du Chicago Sky depuis la saison passée en tant que coordinateur vidéo, donc assistant vidéo coordinateur. Et juste pour vous présenter un petit peu les choses, on est donc dans le staff, on est six coachs dans le coaching staff, avec donc comme c'est marqué à droite là, j'ai une fenêtre qui s'affiche. Voilà. Comme c'est marqué à droite ici, donc James Wade qui est le coach, le head coach, Olaf Lange, Bridget Pettis et Mre Vatansever qui sont les assistants coach collectifs. Euh, directrice des opérations de basket et puis préparatrice physique, Anne Crosby, et puis Megan qui est sur la kiné en chef, on va dire. John et moi qui complétons le staff, le coaching staff basket. Je vais pouvoir détailler un petit peu les rôles qu'il y a dans un staff. Donc, si je parle de la saison qui arrive ou qui est censée arriver, donc James, c'est vraiment le head coach, donc c'est lui qui a un œil sur tout. En plus, il est manager général de la franchise, donc c'est lui qui a les derniers mots en ce qui concerne les trades et voilà, l'effectif, on va dire. Olaf Lange et Emre Vatansever et Bridget Petit, c'est les trois assistants qui sont sur le banc avec lui. Ils ont des rôles dans le scouting de l'adversaire essentiellement qui concerne le travail vidéo et après sur le terrain, sur la rédaction du livret de scouting, etc., comme je vous montrerai tout à l'heure. Donc moi, je reviendrai sur mes fonctions un petit peu après. Et puis John, lui, il est là pour être un petit peu un all-around, on va dire, dans le staff. Il peut faire un petit peu de tout, il peut faire un peu de stats, il peut s'entraîner aussi des fois, s'occuper des practice players, qu'on appelle ça, donc les garçons qui viennent s'entraîner avec l'équipe. Voilà, il peut aider sur le scouting aussi, enfin, il fait pas mal de choses. Et puis à côté, on a donc dans le staff sportif global, quand on rajoute Anne, Megan, plus les trois autres kinés, ma sœur, plus les managers. Donc les managers, c'est les gens qui sont là pour tenir les chronos, laver les affaires, ranger le matériel, enfin, qui aident à l'organisation. Ça fait une quinzaine de personnes en tout. Ensuite, on a le board, donc ça, c'est les deux propriétaires. On a un propriétaire majoritaire et un minoritaire de la franchise, plus le président. Et puis après, il y a tous les employés au siège. Bon, voilà, je vais passer rapidement dessus, mais sur la communication, sur les tickets, les événements, le merchandising, la compta, enfin bref, tout ça. Mais ça, c'est un peu autre chose. Est-ce que je peux, ouais, voilà. Donc, si je dois parler de mon parcours un petit peu, donc moi, j'ai débuté le basket dans le club que mes parents avaient créé à Plumluck, donc c'est à côté de Rennes. C'est un petit club qui existe toujours, hein, il me semble. Et jusqu'à 10 ans, j'étais là-bas. Puis ensuite, on a pas mal déménagé. J'ai joué dans différents clubs autour de Rennes. Béton, l'Avenir de Rennes, Liffré, Passé. Et puis ensuite, j'ai commencé à entraîner à Béton. Alors, pour l'anecdote, j'ai eu des baby basket une année, et puis l'année d'après, j'avais 19 ans, et puis, alors, j'adore le club de Béton, hein, c'est vraiment un club qui est très, très familial et tout ça, mais à l'époque, ils avaient refusé de me donner des minimes filles 2 qui étaient en départemental, voilà, qui étaient en départemental, donc du coup, bah, moi, me voyant refuser les minimes filles 2, ben, je suis parti à passer pour prendre les cadets 4, et voilà, et puis quand je repense un petit peu juste au début de ma période d'entraîneur, on va dire, les KD4, je les entraînais une fois par semaine sur un demi-terrain et j'avais une équipe de 7 et le coach des KD3 à l'époque voulait pas qu'on partage le terrain. Enfin, il voulait qu'on partage le terrain justement. Il voulait pas qu'on s'associe pour faire un groupe de 15 et pouvoir jouer tout terrain. Donc, je me retrouvais pendant 1 heure et demie avec mes 7 KD4 sur un demi-terrain. Donc, voilà, c'est les choses ont un peu évolué depuis. Et puis donc après, j'ai pu avoir la chance d'être salarié à passer, j'ai pris l'équipe filles, on est monté jusqu'en National 3.
Après, en parallèle de ça aussi, j'ai travaillé un peu sur les sélections de Bretagne. C'est là où j'ai pu connaître François. Et je l'ai mis dans mon parcours parce que c'est important, parce que on va dire, c'est les premières fois où je me suis questionné sur ce que je faisais et où j'ai découvert que il y avait plusieurs façons de travailler différentes et qu'il fallait s'ouvrir parce que sinon on n'allait pas du tout avancer, ni progresser, ni quoi que ce soit. Et c'est pas parce qu'il est là, mais je remercie François pour ça aussi. Et je pense que je suis pas le seul. Il y en a plusieurs entraîneurs qui ont dû vivre la même chose que moi là-dessus. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de prendre la suite de Stéphane Lett à Trégueux. On a pu monter en NF1. Je suis parti au Poinçonnet. Pareil, on a pu monter en NF1. Et puis là, je suis à la glacerie depuis un an maintenant sur la NF1. Voilà. Et en 2015 et 2017, j'ai eu la chance d'aller visiter 3 franchises WNBA. Donc, ça, c'était vraiment des démarches personnelles, que ce soit financières ou organisationnelles. C'est moi qui ai voulu y aller. Parce que James Wade, donc à l'époque, était assistant au San Antonio Stars, et ça c'était en 2015. Et à Washington, j'ai eu la chance d'aller voir Mike Thibault grâce à Hervé Coudray aussi, qui m'avait donné son contact. Et puis 2 ans après, en 2017, Minnesota, Lynx, où James était assistant. Donc voilà, j'ai pu aller voir aussi là-bas. Désolé, il pleut, alors je pense que vous allez entendre. Donc qu'est-ce que la WNBA? Déjà, bon, c'est la meilleure ligue féminine professionnelle de basket au monde. Ça a été créé en 1996 et c'est encadré par la NBA. Je reviendrai après sur le support financier de la NBA, mais vous allez voir que c'est faible, on va dire. Ça se déroule l'été parce que les joueuses majoritairement ont des contrats sur les saisons, comme nous on connaît, de septembre à mai par exemple. Et c'est plus simple pour les joueuses de pouvoir un petit peu faire le tour de la saison pour jouer l'été. Et c'est aussi plus simple pour la NBA qui a sa saison d'octobre à juin de permettre qu'il y ait du basket tout au long de l'année. Donc les filles l'été et puis les garçons l'hiver. Et puis, donc il y a 12 équipes, 144 joueuses, ça fait extrêmement peu de joueuses finalement. Et c'est pour ça que c'est une ligue d'élite où le niveau est le meilleur au monde. C'est parce que c'est très très restreint en termes de joueuses. 34 matchs de saison régulière la saison passée, plus les playoffs pour les 8 équipes sur 12 qui peuvent faire les playoffs. L'équipe qui a été championne l'année dernière, c'était Washington. Et nous, on a perdu contre Las Vegas en playoff sur un tir un peu bizarre. Et le fonctionnement, il est compliqué financièrement. En fait, il faut savoir que la WNBA, pour l'instant, ne gagne pas d'argent. Ça n'a rien à voir avec la NBA où les profits sont énormes. Par exemple, le budget d'une franchise comme le nôtre est aux alentours de 7 millions de dollars, mais il me semble que les pertes, c'est pas loin d'être 1 million de dollars par an à peu près. Donc, c'est pas des chiffres secrets, hein, c'est des choses qui sont assez connues. À titre d'exemple, la NBA et son contrat télé la saison passée, c'était 2,7 milliards de dollars pour une saison. Et ils ont reversé 0,4% à la WNBA, ce qui représente 12 millions de dollars. Donc ça en reverse 1 million par équipe. On peut penser, vu de France, que c'est des gros chiffres, etc. Mais en réalité, à l'échelle de cette ligue-là, de ces salaires-là, des déplacements d'un pays comme les États-Unis, en fait, avec tout ce qu'il faut comme hôtel, avion, etc., c'est assez dérisoire et ça explique le fait que c'est compliqué pour la WNBA de se développer. Mais ça reste malgré tout la ligue la plus compétitive et de très loin au monde. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions déjà ou pas sur ce que la WNBA. Pour l'instant, il n'y a pas de questions qui sont apparues sur le chat, en tout cas. Bien. Ça roule. Hop là. Donc, sur le lieu de travail, je passe assez rapidement sur tout ça, sur la présentation, parce qu'après, je vais rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'on fait, de comment on travaille. Les lieux de travail, il y en a 2. Il y a la salle de match, qui est la Wintrust Arena. Je vous montrerai une photo après. Et puis, le centre d'entraînement. Alors, il y en a sûrement plusieurs d'entre vous pour regarder les épisodes de The Last Dance avec les Bulls de Jordan. Donc, nous, on a le même centre d'entraînement que les Bulls à l'époque. Donc, c'est le Bulls Gym dans le Saks Recreation Center. Donc, je vais vous montrer. Je vais préparer quelques photos. Je vais pouvoir mettre comme ça. J'ai un truc qui me gêne là. Voilà. Le travail. Donc
Donc ça, c'est notre salle d'entraînement. C'était lors d'un match amical contre la Chine en pré-saison, ça. Donc ça, c'est la salle d'entraînement à l'époque, vous pouvez reconnaître sur les vidéos des Bulls. Ça, c'est le bureau, la salle de réunion où on se réunit tous les matins avant l'entraînement. Ça, c'est notre salle fitness où les joueuses ont toujours de la préparation physique avant la séance basket. Ça, c'est pour l'anecdote, il y a une garderie dans la salle d'entraînement, donc les Américains font des choses assez en grand, on va dire. Donc s'il y en a qui ont des enfants à déposer, il y a des gens pour les garder. La muscu avec derrière aussi de l'autre côté. La piscine avec le jacuzzi pour tout ce qui est récup et voilà. Et ça, donc ça c'est notre vestiaire à la Wintrust Arena. Donc c'est pas dans la même salle, ça c'est notre salle de match. Donc ça c'est un briefing d'avant-match. Et puis ça c'est la salle de match, la Wintrust. Alors là elle n'est pas en configuration Chicago, elle est en configuration De Paul, qui est l'université qui joue là l'hiver. Mais c'est exactement, c'est cette salle-là en fait. C'est juste le parquet qui change quand on joue. Donc voilà, il y a 11 000 places dans cette salle. Donc voilà. Donc c'est ça notre lieu de travail. C'est vrai que c'est assez confortable, hein, on ne va pas se cacher. Il y a quand même tout ce qu'il faut pour bien travailler. Il y a des choses que je ne vous ai pas montrées non plus dans le Saks Recreation Center, mais c'est un confort de travail avec les bureaux, avec tout ça qui est bien différent de ce que malheureusement on peut retrouver en France assez souvent. Alors, sur mes missions de coordinateur vidéo, il y a déjà le gros du travail, il est sur l'analyse vidéo de nos matchs via SportCode, sur un codage en direct, et je vous montrerai tout à l'heure un petit peu de quoi il ressort, et puis par rapport aux bases de données, etc. Donc on code les matchs en direct, ça veut dire que sur les matchs à domicile, moi, je suis dans le vestiaire et on a un live feed, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il y a une prise dans le vestiaire qui permet de brancher les ordinateurs et qui est reliée au lien de la télé, en fait, du match. Et moi, je peux coder le match en direct, ce qui fait qu'à la mi-temps, on a tout un tas d'informations que je vous montrerai tout à l'heure et qu'on utilise avec le staff, soit pour montrer les vidéos aux joueuses, soit pour nous voir ce qui fonctionne pas par rapport à l'adversaire et par rapport à nous. Voilà. Et puis ensuite, a posteriori du match, on a des bases de données avec plusieurs matchs et ça nous permet d'avoir une analyse très détaillée, vous verrez tout à l'heure, sur nos performances. La deuxième chose, c'est l'analyse statistique de nos matchs, donc en lien avec la vidéo. Donc voilà, on utilise SportCode pour scripter les données et ça nous permet d'avoir des stats. Je fais aussi le scouting des ATO des adversaires. Donc les ATO, ça veut dire After Timeout. Donc c'est tout ce qui concerne les premières actions du match, du quart-temps, en sortie de temps mort, les dernières actions du match. Et en fait, souvent, ça arrive en France, et il y a des coachs en France qui le font depuis longtemps, d'autres moins longtemps, mais il y a dans la culture aux États-Unis des actions spécifiques qui sont jouées juste après les temps morts ou juste en début de quart-temps. Et James aime bien avoir toutes les actions répertoriées des 4 matchs précédents de notre adversaire. C'est une vidéo d'une quinzaine, une vingtaine de minutes, et puis il analyse ça comme ça. Il sait qu'en sortant d'un temps mort, voilà, il y a des chances que telle ou telle action soit jouée par l'adversaire. Participation évidemment à la réunion du matin du coaching staff. Donc là, on est 6 et on parle de vraiment beaucoup de choses. Donc on parle de l'entraînement de la veille, de l'entraînement qui arrive, des formes de jeu, de ce qu'on veut faire évoluer, des trades éventuels aussi et de l'effectif, voilà, de l'adversaire bien sûr, du scouting, de l'organisation de la séance, enfin de tout un tas de choses. Des autres matchs qu'il y a pu avoir aussi dans la ligue, des autres recrutements d'équipes pendant la saison. Et donc voilà, ça dure en général 1h30. C'est tous les matins avant chaque séance. Ensuite, participation aux entraînements. Donc pendant la séance d'entraînement, moi je peux prendre des stats, parfois du travail individuel aussi après la séance ou avant avec certaines joueuses. Des discussions avec le staff aussi pendant l'entraînement. Je dirige pas de séquences collectives. Ça, c'est vraiment James qui les dirige quasiment toutes. Un peu Olaf, Emre et Bridget le font, mais voilà, avec John et moi, on est plutôt en retrait sur le côté pendant la séance, à ne pas avoir d'investissement auprès du groupe, mais plutôt sur les individualités.
Et puis aussi l'aide au scouting de la draft. Donc James nous donne une liste de joueuses qu'on veut repérer et avec Synergy notamment, je vous montrerai tout à l'heure l'utilisation du logiciel, ça nous permet d'avoir des informations sur beaucoup de choses par rapport aux jeunes joueuses de la draft. Et puis ensuite, on échange avec le staff et pour voir qui est-ce qu'on va drafter. Donc là, cette année, on a drafté Ruti et Bard qui étaient à l'Université d'Oregon. Donc voilà. Une petite question, Johan, parce que ton arrivée entre guillemets sur la franchise, moi c'est un peu une question en disant comment ça s'est fait? Est-ce que toi tu t'étais préparé à ça, tu as répondu à une offre ou comment à un moment donné cette opportunité tu te l'es créée? Voilà, à quoi tu attribues entre guillemets ça quoi? Bah en fait. Donc, j'ai la chance de connaître James depuis plus de 10 ans maintenant, parce que bon, James Wade, c'est le mari d'Edwige Lawson, que je pense que tout le monde connaît à peu près. Edwige, elle vient du même petit village de Plumluck que moi, donc après, elle est allée à Passé. Mais l'hiver, elle revenait souvent voir sa famille sur Passé, et James était là, et nous, on s'est connus à ce moment-là, il y a un peu plus d'une décennie. On jouait au basket l'hiver et l'été parfois ensemble. Et puis ensuite, quand lui il est parti à San Antonio et puis à Minnesota, moi je suis allé le voir et voilà. Et quand il a été nommé head coach et manager général de Chicago en novembre il y a 1 an et demi, je l'ai félicité, ben, je l'ai appelé pour le féliciter, ou envoyer un message, je ne sais plus. Et puis je lui ai dit voilà, si jamais tu cherches quelqu'un, moi je peux être disponible. Voilà. Et lui m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour être coordinateur vidéo, mais il voulait pas quelqu'un qui soit spécialiste des outils informatiques ou de la vidéo, mais il voulait quelqu'un qui ait un œil de coach pour pouvoir tout de suite faire le lien entre les outils informatiques et vidéo et puis le terrain. Et je pense qu'il voulait aussi quelqu'un de confiance et on s'est toujours très bien entendu et il sait qu'il peut me faire confiance sur tout un tas de choses. Donc, en fait, ça s'est fait comme ça. Voilà. D'accord. Et donc après, ça veut dire que toi, tu as eu besoin de travailler sur toi. Comment ça s'est fait après pour gérer un petit peu tous les outils qui sont mis à disposition? En fait, il me dit, on s'est vu, donc ça c'était en novembre, donc il y a 1 an et demi. On s'est vu en décembre pour en reparler sur Passé justement. Et puis là, il me dit, bon, il va falloir que tu apprennes Sportcode. Bon, ok, j'avais jamais utilisé Sportcode de ma vie, donc et j'avais pas de formation de vidéo plus que ça, à part un peu le long gommage gratuit il y a quelques années, mais c'est tout. Donc du coup, j'ai demandé une licence Sportcode d'essai auprès de Sportcode qui m'a laissé 1 mois de licence gratuite. J'ai pu m'entraîner un petit peu dessus, suivre les tutos et tout ça. Et puis en fait, après, c'est comme tout. Si on est intéressé, si on est motivé, en fait, on va faire les efforts d'apprendre et de se développer dans le logiciel. Et donc, en fait, on apprend tout sur le tas. Donc, quand je suis arrivé là-bas pendant le training camp à Chicago, voilà, on a travaillé un peu avec James sur qu'est-ce qu'il voulait exactement. Et puis, moi, j'ai testé le logiciel. J'ai appelé le support technique quand il y avait besoin. Et puis, j'ai appris en fait sur le tas. J'ai pas de formation pour ça au départ. Voilà. D'accord. Ce qui existe maintenant à la fédération, hein, où il y a le DAVB, là, le diplôme d'assistant vidéo qui est mis en place et qui permet de travailler avec Sportcode aussi. Ouais. Donc justement, il arrive donc les logiciels et les sites utilisés. Et là, je vais vous montrer, je vais rentrer un peu plus dans les détails de tout ça. Donc Sportcode, Hudl Sportcode. Alors, la différence, c'est juste que Hudl Sportcode est adapté au nouveau Catalina du Mac. Sportcode, c'était plutôt avant, mais les deux sont toujours utilisables. Bon, là, à partir de maintenant, on utilise Hudl Sportcode. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à chaque fois. Donc, un petit peu. Alors, j'ai un exemple là. C'est un match qui est codé, mais de manière très exemplaire, on va dire, enfin très aléatoire. Il y a une fenêtre de codif, voilà, qui est là-dessus, mais ce qui est plutôt intéressant, c'est cette fenêtre d'analyse là. Donc, je vais la montrer. Les chiffres ne sont pas bons, donc ça sert à rien de nous scouter parce que c'est pas les bons, c'est des chiffres aléatoires, on va dire.
globalement, comment est-ce que ça fonctionne? Ici, on choisit le système. Voilà. Donc là, j'ai laissé total offense, mais ça veut dire que ça tient compte de toute notre attaque, peu importe en fait. Ici, on a les points par possession. Quand on clique dessus, on a une vidéo qui apparaît. Voilà, ça c'est sport code. Hein. Le true shooting percentage, le pourcentage de balles perdues. Même chose, à chaque fois qu'on clique, en fait, hein, on a les vidéos qui correspondent. Là, c'est les balles perdues, par exemple. Et puis là, on a la map avec la couleur plus sévère, plus on est efficace, plus c'est rouge, moins on est efficace. Ça, c'est les pourcentages de tirs pris dans la zone et les true shooting percentage dans la zone. Les tirs pris dans la raquette, en dehors de la raquette à 2 points et puis à 3 points. Voilà, ça nous permet de comparer où est-ce qu'on tire. L'efficacité des joueuses via une seule statistique qui est le true possession percentage, qui est une statistique qu'on a plus ou moins inventée. En fait, c'est le true shooting percentage et on rajoute une faute provoquée comme un panier marqué à 2 points et une balle perdue comme un tir raté. Et ça nous permet d'avoir toutes les façons dont une joueuse termine une possession et de calculer le pourcentage d'efficacité là-dedans. Donc, même chose si on veut voir toutes les, par exemple ici Courtney Vandersloot, si on clique dessus, on a toutes les vidéos dans le système de Courtney Vandersloot. Voilà. Et ici, on a décomposé 8 façons d'analyser notre jeu. Donc post-up, drive, step-up screen, catch and shoot, l'écran dans le dos, off-ball screen, les coupes et les pick and roll mid et wing. Et en fait, pour chaque situation, on a le pourcentage ici par exemple 10,4, ça veut dire que dans le système total offense, eh ben, on le termine à 10,4% par du post-up. Et on a les points par possession et les balles perdues à chaque fois. Et pareil, on clique, on a les vidéos. Ça ici, les line-up, donc c'est à titre vraiment exemplaire, mais si on clique sur Courtney et Ali et Steph par exemple en même temps, eh ben on peut voir quel est leur rendement point par possession quand elles sont toutes les trois alignées sur le terrain et quand elles n'y sont pas. Ça permet de comparer. Leur plus-minus est de +3 et elles ont joué que 48 secondes ensemble. Et ça, c'est les pourcentages de balles perdues quand elles sont ensemble et quand elles n'y sont pas. Et ça permet vraiment de comparer. Ça marche à 3 joueuses. On peut changer les 3 joueuses. Voilà, vous voyez que là, ça change parce que c'est moins bon du coup. Ça marche à 2 joueuses, ça marche à 5 joueuses. Bon, voilà. Et puis, vous pouvez renommer les joueuses pour voir ce qui se passe quand c'est d'autres joueuses, enfin de l'effectif. Voilà. Et donc ça permet vraiment dans chaque système de savoir quelles sont les bonnes associations de joueuses à 2, 3, 4 et ça. Et ça ici, donc quand on veut analyser les performances d'une joueuse un petit peu plus en détail, par exemple si je clique sur Ali ici et que là je voudrais la comparer à K par exemple là, et ben je peux voir dans les 8 mêmes catégories en fait d'analyse, on va dire, son rendement au sein du système qu'on a sélectionné précédemment. Et pareil ici pour K, je peux voir Gabby Williams, enfin bon, voilà. Et tout est relié à de la vidéo aussi. Donc c'est un des outils d'analyse qu'on a au travers de Sport Code. Après il y en a d'autres, bien sûr, mais voilà, je ne peux pas forcément tout montrer, mais voilà. L'idée de Sport Code c'est là. Il y a d'autres choses qu'on fait, mais voilà. Si je reviens sur ici, voilà. Donc Synergy, c'est un outil d'analyse, ça ressemble un petit peu à une stat, mais par exemple sur là-dessus, voilà. Ça nous permet d'avoir des informations sur des joueuses, sur des équipes. Alors là, par exemple, si on prend WNBA, on va prendre la saison passée, par exemple. On va aller voir Connecticut et puis on veut aller voir Alyssa Thomas, par exemple. Voilà. Et ben, on va aller avoir toutes les informations d'Alyssa Thomas. Donc, 452 possessions jouées dans la saison, les points, voilà. Et surtout, ça ici qui est intéressant, c'est où est-ce qu'elle a les meilleurs rendements. Donc là, on a les points par possession, en fonction de ce qu'elle fait sur le terrain. Et les choses vont être détaillées. Par exemple, si je clique sur post-up ici, eh ben, on va avoir voilà, donc la totalité des post-up. Elle en a joué 39, elle a mis 35 points dessus. Quand elle est post-bas à gauche, ben, voilà ce qu'elle joue et son rendement en fonction de ce qu'elle fait. Donc, quand elle tourne autour de l'épaule gauche et qu'elle prend un tir ou qu'elle finit au panier, up and under, bon, voilà. Et même chose quand elle se retourne de face, même chose sur les postes bas à droite, etc. Et tout est relié à la vidéo. C'est-à-dire que si je clique ici, par exemple, je vais avoir les 17 possessions d'Alyssa Thomas
de sélectionner, mais voilà, dans le poste bas à droite, etc. Donc voilà, je sais que les vidéos ne marchent pas trop, donc je ne vais pas trop les mettre sur le meeting, là, la visio. Donc voilà, ça c'est une forme d'analyse par rapport à Synergy, mais après on peut aussi aller analyser les équipes, etc. Par exemple, avec cette appli-là, la Synergy Basketball, donc autant que ça s'ouvre, mais voilà, c'est simple. Si on va voir la shot chart, ça nous permet d'avoir des informations sur, si on prend une équipe de NBA, tiens, non, on parle de WNBA, donc voilà, WNBA, voilà, Atlanta, voilà, on va avoir les zones de tir d'Atlanta. Après, on peut choisir les joueuses, on peut choisir ensuite en fonction des types de tir, etc. Vous allez voir. Voilà, donc on voit où est-ce qu'elles sont efficaces. Tout est relié à la vidéo, évidemment. Là, c'est les situations de jeu, donc les pick and roll, ce que fait la défense, etc., etc., dans quel match. Voilà. Tout est vraiment accessible. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, mais tout ça. Synergy Video Express, c'est juste une plateforme d'échange de vidéos, d'upload, download. Playsite, donc Playsite, c'est ce qui nous permet de filmer les entraînements. Donc là, par exemple, voilà, ici, une session d'entraînement. Voilà, donc je vais l'arrêter parce que ça ne marche pas trop. Mais en gros, on peut donc télécharger nos séquences d'entraînement qui sont toutes filmées. On peut changer de caméra aussi. Normalement, si je vais là, normalement, ça devrait mettre un autre angle de caméra. On peut les découper aussi. Donc, si on veut juste un certain moment de la vidéo, on peut le choisir, etc. Voilà, donc on a aussi, voilà, juste par demi-terrain comme ça. Donc ça, c'est Playside qui nous permet ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on l'utilise avec notre application de téléphone. Et en fait, quand on est dans la salle, on appuie sur le bouton démarrer sur le téléphone et puis ça démarre tout de suite la totalité des enregistrements et pour tout le staff en entier. Fast Draw, Fast Scout. Bon, Fast Draw, je pense que tout le monde connaît. Voilà, en gros, c'est pour dessiner simplement les plays. Fast Scout, alors, Fast Scout, c'est intéressant. J'essaie de pas trop divulguer d'informations. Voilà, donc là, ça, c'est notre Fast Scout de Chicago, mais j'ai mis des plays de la glacerie. Donc, voilà. Voilà, la saison passée, comme ça, c'était plus valable. Mais globalement, on peut donc avoir les plays, on peut rajouter une vidéo. Et ça, c'est disponible aussi sur smartphone. Donc, on peut avoir accès sur le smartphone aux plays qu'on a accepté de partager et aux vidéos qu'on peut partager à toutes les joueuses. C'est valable pour nous, c'est valable pour les livrets de scouting et c'est valable pour les scootings individuels des adversaires. En fait. On peut mettre les plays ici des adversaires et on a tout sur le smartphone. Quoi. WNBA.com, bon évidemment, parce que ils ont vachement rajouté de statistiques disponibles. Donc là, par exemple, une au hasard, mais il y en a énormément. Et le stade des three-player lineups, je peux même choisir par carton, donc pour savoir qui est bonne dans nos premiers cartons. Et j'ai sélectionné pour qu'il y ait à chaque fois Diamond de Shields dans les trois. Et voilà, on a ça avec les ratios offensive, defensive, etc. Donc, il y a beaucoup de stats qui sont très avancés sur WNBA.com. Et puis, il y a ça, qui est positive résidual. Donc, c'est des statistiques qui sont sur les équipes, mais aussi sur les joueuses et les shot charges. Donc là, en fait, je peux aller sélectionner une joueuse. Donc, ça prend juste un petit peu de temps, mais je sélectionner Ali Quigley, par exemple, qui est chez nous ici. Voilà. Ça charge.
Et on va avoir sa shot charts, donc ça veut dire où est-ce qu'elle prend les tirs, où est-ce qu'elle est efficace, et on peut comparer ça aux moyennes des autres joueuses de la WNBA. En fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est que dans nos scouting reports, on imprime ça, voilà, et on les donne aux joueuses pour qu'elles voient un peu où est-ce que les joueuses sont à droite. Vous voyez, là, voilà, on voit le pourcentage de réussite en fonction des espaces du terrain. Ça, c'est des sites qui sont accessibles à tout le monde. Voilà. Il y a peut-être des questions sur ça, je ne sais pas. La question, moi, qui est, tous ces logiciels sont mis à ta disposition, tu es le seul à en avoir l'utilité et ensuite, toi, tu fais un scouting report ou est-ce que comment se répartit un petit peu le travail au travers de ces outils, quoi? Donc non, on a tous accès à ça dans le staff. Donc les six personnes du staff ont accès à ça. Le scouting des adversaires, à part les ATO, où là c'est moi, mais sinon le scouting des adversaires et la rédaction du livret de scouting, ça c'est Olaf et Emre, qui, par exemple pour la saison qui arrive, et Bridget l'année dernière, qui le font. Donc eux, ils peuvent utiliser tous ces outils-là aussi. PlaySite, pour visionner nos entraînements, bah là tout le monde peut en avoir besoin, peut regarder la séquence a posteriori de l'entraînement, ou James peut aussi me dire, bah, à partir de la vidéo PlaySite, tu découpes chaque, par exemple, si on fait du 5 contre 0, chaque play pour en faire une base de données et qu'ensuite on le mette dans l'outil FastScout que je vous ai montré tout à l'heure pour que les joueuses aient ça sur leur smartphone, leur playbook en fait numérique. Ou alors il peut très bien dire, bah voilà, hier on a fait une séquence sur l'entraînement, ouais, 3 contre 2 par exemple, n'importe quoi. Et ben, j'aimerais bien en montrer une minute aux filles aujourd'hui, donc je peux me le découper. Voilà. Concernant FastScout et FastDraw, ben là ça c'est tout le monde qui a accès. Ça nous permet d'échanger des idées ou tout ça quand on se voit là en visio par exemple. Et puis FastScout, moi par exemple dans ma mission, il faut que j'aille chercher des plays de l'année dernière pour les intégrer dans FastScout et pour pouvoir renseigner les vidéos. Et puis après les stats, positive residual, WNBA, là c'est plus là tout le monde y a accès en fait. Hein, voilà. Par contre, Hudl Sport Code, l'année dernière, on bossait avec Synergy sur le scouting des adversaires en termes de vidéos. Là, à partir de cette année, tout le monde va être sur Hudl Sport Code. Mais les outils d'analyse que j'ai montré tout à l'heure, là, c'est que moi qui développe ça. Enfin, ça fait partie de ma mission. D'accord. Il y a une question qui apparaît sur ces outils un petit peu et ce travail vidéo. Comment toi, tu peux l'adapter ou qu'est-ce que tu en as retiré pour notamment ton travail au cours de l'année sur l'équipe de NF1 à la glacerie? Bah, en fait, ce qui concerne Hudl Sport Code, on peut tout faire. Parce que moi, j'ai ma licence de Chicago à l'année. Et puis, on a la chance ici aussi à la glacerie d'avoir une licence. Donc, en fait, tout est faisable de la même manière. Il n'y a rien qui change. En termes d'analyse entre la glacerie et Chicago, finalement, c'est pareil. Synergy, nous, évidemment, à part des joueuses qui sont passées par la NCAA, sinon, on ne va pas s'en servir. Ça peut m'arriver, parfois on joue des joueuses américaines qui sont passées en NCAA, ça peut m'arriver d'aller sur Synergy et puis de regarder un peu les vidéos de quand elles étaient à la fac. Là, je l'ai beaucoup utilisé pour scouter, scouter cet été, voilà, s'il y a des joueuses à récupérer ou quoi que ce soit. PlaySite, on n'a pas PlaySite à la glacerie, donc je n'utilise pas. Et FastDraw, FastScout, oui, c'est quelque chose qui est utilisable. FastDraw, on l'utilise aussi pour nos plays et puis pour les plays du scouting des adversaires. Et FastScout, avec l'application mobile, c'est quelque chose qu'on va utiliser à partir de la saison prochaine, même pour la glacerie. Voilà, simplement. J'enchaîne du coup, si tu veux. Oui. Alors, ouais, j'avais quelques petites anecdotes. Je voulais montrer quelques photos parce que bon, c'est juste des petits. Je me retrouve. C'est pas ça. Voilà. Donc, ça, c'est. Ça m'a fait marrer la première fois où je suis arrivé pour un match. En fait, il y a un des managers
qui met ça sur la table dans le vestiaire. Et en fait, les noms et les numéros des arbitres sont collés par terre sur la zone de banc de James. En fait, c'est fait partout en WNBA pour que simplement, s'ils ne connaissent pas le nom des arbitres, ils puissent avoir leur nom en regardant par terre et puis pouvoir l'appeler sur le terrain. Donc, il y a peut-être qu'ils le font, peut-être des coachs qui le font, mais voilà, je ne connaissais pas ça. Ça, c'est un exemple de quand on va se déplacer à Ingana, par exemple, voilà, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Il faut savoir que quand on a un déplacement, par exemple, on arrive sur le lieu, on arrive à l'hôtel, et en fait, tout ce qui est repas, en fait, ça, c'est les joueuses qui sont libres de faire comme elles ont envie de le faire. Il y a la manager qui donne une enveloppe avec un montant, et puis après, les joueuses sont libres de faire comme elles ont envie. On se retrouve juste en fait pour le lendemain pour le shooting. Voilà. On avait fait ça cette année, donc c'est le MVP board. Donc on tient compte de plusieurs choses. Donc les deflections, c'est ce qu'on touche. Enfin les défenseurs qui touchent des ballons, qui dévient des ballons. Les fautes provoquées, les charges provoquées, les hockey assists. La hockey assist, c'est la passe d'avant la passe D, quand il y a une fixation, par exemple. Et puis les situations d'extra passe. Et en fait, on avait noté pour chaque match ce que chaque joueuse pouvait apporter. Et c'est des stats qui ne sont pas prises généralement, mais qui comptent pour nous dans le développement de l'équipe et dans le jeu collectif de l'équipe en attaque ou en défense. Et puis il y a ce moment-là où c'était un moment qui était très émouvant. C'était le révérend Jesse Jackson, qui avait marché à l'époque aux côtés de Martin Luther King, et qui vient à quasiment tous nos matchs et qui était venu parler à l'ensemble de l'équipe après un match. Et là-bas, c'est vraiment une personnalité aux États-Unis. Donc pour les joueuses étaient très touchées et très émues de le voir. Et d'ailleurs, on voit sur la photo comment elles le regardent. C'est avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et pour l'anecdote, James, il a un ballon sous les bras. C'est parce que c'était sa première victoire en tant que coach. Et c'était donc notre première victoire de la saison l'année dernière. Et puis, ça, c'est le Uniform Requirements. Donc, il y a tout un tas de choses importantes à respecter pour un match WNBA, donc pour les joueuses, que ce soit pour les in ou les échauffements. Enfin, bref, voilà, tout est très réglementé là-bas aux États-Unis. Donc, voilà. Et puis, alors, moi, ce que j'en retiens, beaucoup de choses, déjà, forcément, beaucoup de choses. Première chose, c'est l'esprit de Sky Family, parce que c'est un peu notre crédière dans notre équipe. James a su insuffler, mettre en place une vraie camaraderie dans le staff, mais aussi dans l'équipe avec les joueuses. Et il y a beaucoup de respect dans notre équipe et beaucoup d'envie de bien faire les choses ensemble. Et ce n'est pas forcément le cas dans toutes les franchises WNBA, mais chez nous, c'est le cas. Et donc ça, je le retiens vraiment. La deuxième chose, c'est la recherche de la performance à tous les niveaux, l'organisation du staff, c'est-à-dire que dans notre staff, chacun a son rôle précis. On sait tous ce qu'on a à faire. Performance dans les effectifs et dans les trades, parce que ça fait partie du business, entre guillemets, de la WNBA, de pouvoir échanger des contrats de joueuses. Bon, comme vous voyez en NBA, hein, c'est la même idée. Mais il y a beaucoup de questionnements qui se font sur quand on doit recruter quelqu'un, on va vraiment loin dans l'analyse sur la joueuse. Niveau kiné, niveau technique. Ouais. Oui, tu parles notamment de cette organisation et puis tu as abordé tout à l'heure les budgets. Par contre, c'est une durée qui est courte dans l'année. Est-ce que tout le monde peut en vivre? Comment les coachs, comment les assistants, comment les kinés, tout ça? Enfin, comment c'est organisé? Est-ce que c'est un boulot à temps plein? Est-ce que ils sont en train de cumuler pour que ça soit viable? Les assistants collectifs, on va dire, ils peuvent se permettre de faire que ça. Après, bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils ont du temps libre en dehors de la saison, donc s'ils veulent bosser, voilà. Mais c'est plutôt un boulot unique, on va dire. Les kinés, je pense que Megan, notamment, elle doit être à temps plein complètement au club. Je ne connais pas son salaire, par contre. Et après, comment c'est organisé? Bah oui, mais en fait, la saison, elle va de fin avril, début mai jusqu'à début octobre. Donc après, il y a du temps libre. James, lui, il enchaîne directement avec Ekaterinbourg.
Mais voilà, les salaires sont pas mirobolants du tout. Hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la NBA. À titre d'exemple, le salary cap pour les joueuses en WNBA, c'est un tout petit peu moins d'1 million de dollars. Ça vient d'être voté là, parce qu'avant, c'était moins que ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut répartir ça sur l'ensemble de la saison et sur l'ensemble des 12 joueuses. Donc, quand on compare au salary cap de la NBA, c'est ridicule, quoi. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Pas complètement. Ça veut dire que est-ce que c'est des boulots à temps plein ou pas? Est-ce qu'on peut ambitionner de devenir que assistant, par exemple, en WNBA ou Oui, 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 complètement. Complètement. Ça peut être complètement un boulot à temps plein. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Après, le travail qui est fait en off-season, c'est plutôt peut-être accompagner certaines choses de temps en temps, le travail de scouting de la draft, de préparation de la saison. Mais même, on va dire, quand on est assistant coach, même si on bosse que de mai à octobre, on va dire, on a le salaire pour la saison, oui, ça peut suffire largement pour vivre. Mais voilà. Mais on n'est pas sur des salaires de NBA. Euh, ouais, je t'ai la... coupé dans le. Quoi? Je dis, je t'avais coupé là dans la présentation, notamment du fonctionnement du staff aussi, un petit peu. Oui. Ouais, donc recherche de la performance au niveau technologique évidemment, puisque tous les outils là, on essaye de les optimiser. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui sort, par exemple l'option d'aller sur le smartphone et tout ça pour Fast Scout, ça c'est nouveau. Donc ben, voilà, tout de suite on s'y met, etc. Au niveau physique aussi, puisque notre centre d'entraînement, on a quand même des choses vraiment, bon, vraiment intéressantes. Après voilà, avec les moyens qui sont ceux de la W et pas de la NBA. Ce que je retiens, le troisième point que je retiens, c'est vraiment l'intensité du jeu. Ça, je le savais parce que dans les visites différentes avant à San Antonio, Washington ou Minnesota, j'avais pu me rendre compte de l'incroyable différence d'intensité de jeu entre la France et puis les États-Unis au niveau WNBA. Mais pour donner un exemple, nos joueurs d'entraînement, parce qu'en fait, nous, pendant l'entraînement, on a toujours les 12 joueuses, ou 11, ça dépend, et au moins 5 garçons qui viennent faire une équipe et qui s'entraînent contre les filles à l'entraînement. Ça, c'est tous les jours. Et ben, le niveau de ces mecs-là, si on les met en France, c'est entre la Nationale 1, c'est à peu près de la Nationale 1 garçon, quoi, à peu près. Et ça fait jeu égal avec les filles de W, quoi. Donc c'est vraiment un vrai niveau en termes d'intensité et d'exigence. Parce que, et James a su apporter ça aussi énormément, c'est l'exigence à tous les niveaux, tous les jours, toujours plus. Ça ne veut pas dire qu'on est méchant, ça ne veut pas dire qu'on est tordu, ça veut juste dire qu'on veut toujours, toujours, toujours que ce soit mieux et mieux et mieux et mieux et mieux parce que on est, la WNBA, c'est un niveau où on n'est pas en train de se dire ah, mais ça, c'est déjà bien ce qu'on a fait là. Voilà, on va travailler sur le long terme, machin. Non, en fait, c'est maintenant, il y a un sens de l'urgence. C'est aujourd'hui qu'il faut être bon, c'est pas demain. C'est aujourd'hui qu'il faut se remettre en question, c'est pas demain. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu. La remise en question permanente. On gagne, on perd, mais systématiquement, faut réfléchir à ce qui a été bon, ce qu'il faut changer. Voilà. James, c'est moi le plus gros bosseur que j'ai rencontré dans ma vie. Il passe des heures et des heures et des heures à tout analyser, à tout décortiquer, à tout réfléchir, discuter. Il y a jamais de fin dans les discussions avec James. Donc mais c'est bien parce que du coup ça marche. Il a été élu coach de l'année dernière, donc c'est qu'il n'y a pas de hasard. La notion d'investissement aussi, c'est 100%. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de possibilité d'échappatoire. On peut finir un match à l'extérieur. Si on a besoin d'une vidéo dans la nuit, ben, on va faire la vidéo dans la nuit. C'est pas un problème. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et puis, ben, ça, je sais que ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde. C'est pas toujours bien interprété, mais les différences de mentalité et de culture entre la France et les États-Unis. Alors bien sûr, je ne peux pas faire de généralité. Je vais juste dire que moi, ce que j'ai connu sur les États-Unis avec cette expérience-là, et ce que j'ai connu en France ou que je peux observer,
Il y a des différences de mentalité et de culture. Le sport là-bas est évidemment plus important. Voilà, on a entre 8 et 10 000 personnes, plutôt 8 000 personnes dans notre salle à chaque match. Donc, le basket est quelque chose de plus important qu'en France. Mais même en termes de mentalité, d'effort, de gagne, de compétitivité, de concurrence, je pourrais rentrer dans les détails, mais je ne serais pas forcément très sympa et j'ai pas envie de le faire. Donc voilà, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une différence de mentalité. Voilà. Il y a une question qui vient, qui forcément est liée à l'actualité, qui fait que est-ce que tu vas retourner? Comment ça se passe? Est-ce que tu es reconduit dans tes missions aussi? Parce que au-delà de la découverte et puis de la mise en place, je pense que, comme tu le dis bien là, ils recherchent l'efficacité. Et si à un moment donné, on ne répond pas aux attentes, très certainement qu'on n'est pas reconduit, quoi. Mmh. Oui, je suis dans le staff. Je suis dans le staff pour plusieurs années, j'espère, hein, mais oui, bien sûr, toujours. Est-ce que je vais y aller? Non, pas cette année, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, on n'est pas sûr qu'il y ait une saison. C'est pas du tout fait. Il doit y avoir des accords entre la WNBA, les joueuses, les propriétaires, etc. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui est pas validé. Alors nous, bien sûr, on s'est préparé pour la saison. Les joueuses se préparent pour la saison, les staffs, enfin bref. Et pour l'instant, c'est pas sûr qu'il y ait une saison. Ensuite, par rapport à tout ce qui est visa de travail, autorisation de voyager, s'il y a une saison, ça risque de se faire sur un lieu unique et il y aura peut-être une restriction de staff aussi. Donc voilà. Le fait que ce soit décalé dans le temps, et moi avec la reprise à la glacerie qui va, j'espère, se faire début août, cette année, s'il y a une saison, je vais travailler à distance. Donc voilà, je ferai globalement le même travail, mais à distance. Voilà. Et puis pour l'année d'après, les années d'après, bah là, c'est James qui me dira, mais pour l'instant, je suis dans le staff. Ouais, il y a une question qui apparaît sur le chat, hein, je ne sais pas si tu la vois, sur la différence de mentalité que tu évoques. A-t-elle amené chez toi une évolution dans ta manière d'entraîner ou de coacher? Oui, oui, énorme coup de boule dans la gueule. Désolé pour les propos, mais moi je suis revenu de Chicago en étant choqué. Parce que l'exigence, l'investissement, tout ce que j'ai détaillé dans dans la slide précédente, la mentalité, le sens de l'urgence, bah, tout ça, ça m'a changé, quoi. Ça m'a changé. Il y a une chose aussi, je suis pas préparateur physique, mais j'ai pu me rendre compte de beaucoup de choses. C'est la capacité des joueuses à enchaîner les séances, enchaîner les matchs. Alors bien sûr, là, on parle des meilleures joueuses du monde, mais n'empêche que il y a une vraie capacité des joueuses d'enchaîner. Et par exemple, on avait joué un match qu'on avait perdu chez nous, je ne sais plus si c'était Atlanta ou bon, Minnesota, je ne sais plus. Et on jouait 2 jours après contre Connecticut. Et James arrive dans le vestiaire après le premier match qu'on perd, on avait mal joué, et il dit demain, voilà, tout le monde à la salle, 9h ou 10h, je ne sais plus, entraînement. En temps normal, on aurait dû faire plutôt un peu de récup, piscine éventuellement, et puis se préparer pour le gros match contre Connecticut le lendemain. Il est arrivé, il a mis tout le monde au milieu du terrain, il a dit voilà, hier on a mal joué, si on veut devenir champion WNBA, il faut s'entraîner dur. Et ce que les champions font, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on a fait une vraie séance d'entraînement avec de l'intensité, pas forcément 3 heures, mais 1h30 je pense à peu près, et avec de l'intensité. Et, c'est plutôt marrant, et il m'en voudra pas si je raconte ça, mais il n'a pas arrêté de se répéter et de nous répéter et de répéter aux filles pendant l'entraînement, c'est ce que les champions font. C'est ce que les champions font. Parce que lui, il a été champion à Minnesota et il sait ce que ça veut dire. Et donc, cette exigence-là, toutes les joueuses se sont dit, mais on va être éclatés le lendemain et tout ça. Il a récupéré tout le monde à la fin de l'entraînement. Il a dit, voilà, ça, c'est ce que les champions ils font. Donc maintenant, demain, on va jouer Connecticut. Et on a battu Connecticut le lendemain, chez nous. Et en fait, moi, ça m'a mis une claque dans la gueule parce que tout ce qu'on entend peut-être depuis longtemps et tout ça, en fait, je pense qu'en France, on confond beaucoup de choses. Je pense qu'on confond repos et récupération et qu'on confond seuil de fatigue et seuil de blessure. Alors, je sais que c'est pas forcément bien vu ce que je dis là, mais pour moi, quand on est le seuil de fatigue,
bah, on peut le repousser, le repousser, le repousser, le repousser, le repousser. Et puis quand il y a des petits signaux de blessure qui apparaissent, des signaux, il faut être vigilant à ces signaux-là, c'est le moment de stopper. Mais on s'arrête beaucoup trop souvent aux signaux de fatigue. Ben oui, mais on est fatigué, mais c'est là qu'il faut repousser. Et moi, ça, je l'ai appris. Et cette histoire de repos-récupération, j'ai toujours entendu, voilà, il faut se reposer pour récupérer. En fait, c'est pas comme ça que j'ai vécu les choses, moi, à Chicago. C'est pas comme ça que j'ai observé les choses, en fait. C'est non, pour récupérer, il faut bien manger, il faut bien dormir, faut bien s'hydrater, il faut bien se soigner, il faut bien se masser. Enfin, tout un tas de choses à faire. Mais le repos et le sommeil, oui, le repos, c'est 15-20% de la récupération. Mais en fait, la récupération, c'est tellement d'autres choses à côté. Et nous, en France, bah, j'ai l'impression qu'on confond un peu les deux et que ça nous va bien et que dans notre culture, c'est plus facile comme ça. Donc oui, je suis arrivé à la glacerie, j'ai certaines joueuses qui ont été un peu choquées, qui m'ont dit, mais attends, nous, on n'est pas joueuse WNBA, nous. Mais j'ai dit, mais c'est pas la question, en fait. C'est pas la question. C'est juste, est-ce que tu veux gagner des matchs? Est-ce que tu veux performer? Est-ce que tu veux repousser ta fatigue et ton exigence, quoi. Donc oui, ça m'a changé complètement. Ok, pas d'autres questions qui apparaissent, mais est-ce que c'est facile à faire passer après comme message, à faire adhérer les gens? Comment tu as dû t'y prendre? Parce que forcément, ce choc de culture, enfin, pour ceux qui ont eu la chance un petit peu de voyager, on peut le voir, mais il y en a une aux États-Unis, comme il y en a une un peu différente et qui peut être aussi choquante de temps en temps sur des pays asiatiques, hein. Donc, Ouais, on a joué la Chine en amical et c'était très bizarre parce que elle crie comme jamais j'ai entendu crier une équipe en défense. La consigne du coach chinois, c'est de crier. Sur le banc, il faut crier pendant la défense. Mais c'est aigu, c'est strident et ça dure 1 heure et demie. C'est atypique, on va dire. Non, comment j'ai fait passer les choses auprès des joueuses? En fait, il y en a certaines qui l'ont tout de suite bien pris parce que bah, elles ont aimé ça. Donc en fait, bah, elles se sont dit tiens, bah, ok, on va voir ce que ça donne. Il y en a qui ont eu peur. Et là, il a fallu les accompagner un peu, surtout au niveau physique, médical. Et puis il y en a qui ont été un peu réfractaires. Et puis bah, celles qui sont réfractaires, dans le sport professionnel, eh ben, il faut aussi leur expliquer. Mais si elles ne comprennent pas ou si elles adhèrent pas, ben, il n'y a pas trop le choix. C'est comme ça que ça se passe. Et puis voilà, on avance quand même malgré tout parce que c'est l'équipe, c'est le projet d'équipe, le projet de jeu qui passe avant tout. Et que moi, ce que j'ai voulu mettre ici à la glacerie, c'est cette idée de travail et d'exigence et ce que j'ai pu observer à Chicago. Donc, bah voilà, dans les recrutements, on fait attention à ce que les profils de joueuses qu'on récupère soient bien en alerte par rapport à ça. Et voilà. Mais je crois qu'il faut dépasser nos peurs, dépasser notre culture, dépasser ce qu'on a toujours entendu, parce que il y a des choses géniales qui se passent derrière. Moi, j'ai des joueuses cette année qui sont venues me voir et qui m'ont dit, franchement, je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça. Et en fait, bah ouais, tu es capable, quoi. C'est juste qu'il faut repousser tes exigences, ta fatigue, quoi. très bien. On arrive vers la fin un petit peu de l'intervention. On te remercie entre guillemets d'avoir passé ce temps. C'est une question peut-être qui pourrait être posée aussi. Est-ce que tu accueilles facilement des gens de l'extérieur à venir te voir travailler? Parce que peut-être que ça aura éveillé certains, en tout cas, à aller voir et plus proche que les États-Unis, qui sont quand même encore éloignés de chez nous, hein. Donc, voilà, j'avais vu que tu avais laissé tes coordonnées, donc peut-être qu'ils peuvent te contacter. Plus proche que les États-Unis, oui, mais enfin, c'est Cherbourg, hein. Et Cherbourg, c'est loin quand même. Ceux qui sont déjà allés à Cherbourg, je pense qu'ils savent que c'est un peu le bout du monde, mais bon. Non, oui, bien sûr. Moi, c'est ouvert, hein. Tous les entraînements sont ouverts. Il n'y a pas de souci. Il faut juste me contacter ou m'appeler ou me laisser un message et il n'y a pas de souci. Et de la même manière, les outils que j'ai montrés tout à l'heure, notamment SportsCode sur les analyses et tout ça, vous pouvez m'envoyer un mail ou sur Twitter, là, comme j'ai mis, si vous voulez avoir plus d'infos sur ça, comment développer votre fenêtre de Cody, votre fenêtre d'analyse sur SportCode, ou alors justement le Fast Scout, Fast Draw, Fast Scout, parce qu'en fait, ça c'est accessible, ça coûte $149.
Donc ça, c'est tout le fast scout, fast draw que j'ai montré là, ça coûte 149 $. Vous avez 4 licences pour votre staff entier et vous avez 20 licences pour vos joueuses. Donc en fait, aujourd'hui, tout le monde peut utiliser ça quasiment pour son équipe. Donc ça, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer par mail ou sur Twitter, il n'y a pas de souci, c'est ouvert. Très bien. Merci Johan. On va clôturer parce qu'on arrive au bout de l'heure. On se donne, nous, rendez-vous la semaine prochaine où il y aura un autre coach qui viendra. On reprendra notre horaire habituel, c'est-à-dire a priori le 19 là, de 9h à 10h sur les orientations défensives en jeunes, fait par un coach de la fédération, Nicolas Absamet. Voilà. Merci encore, Johan. Et puis, Merci bonne reprise, j'espère en tout cas, hein, pour tout le monde. Et puis, à très bientôt. Merci François pour l'invitation, puis à bientôt en Bretagne alors. Ouais.